avec ma sœur, on était attaqués, on était frappés, mais après on n'a pas lâché, on n'était pas là pour lâcher. Quand tu t'es rasé, ton père, il a dit quoi quand il t'a vu Ah là là, je ne peux pas te raconter. Ok, d'accord. On est d'accord, décembre 2003, tu as fait un rassemblement avec l'équipe Espoir de la République démocratique du Congo, on est d'accord. t'es bien renseigné, toi. Hein. Il faut pas le dire, mais j'ai des infos. Tu partais en pleurant, tu t'es isolé, tu voulais parler à plus personne. Parce que je comprenais pas trop en fait ce qui se passait. Et c'est vraiment ce sentiment d'injustice qui est arrivé en moi. C'était 40 ans après la Coupe du Monde que mon père a fait avec le c'est Zaïre. ça, avec le Zaïre. Et c'était ma seule participation sur une phase finale avec l'équipe de France. Mon père, il voulait pas qu'on D'accord. regarde beaucoup de télé. Donc tu regardais ça en cachette pour... Mais c'est pour ça, parfois. C'est facile, ça va Ouais, c'était le mal coach, vu, il te tourne Moi, les j'aurais fesses. ça du banc. Vous connaissez la musique, non? Oui. Mais moi, je l'ai porté, tu vois. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu vois. Je t'en prie, c'était ça. Incroyable. C'est quel numéro à votre avis? En tout cas, elle a fait plus vite que moi. Légèrement, mais pas grand-chose, donc ça va. Eh bien, on est parti. Bonjour à tous. Bienvenue ici au musée des Bleus à Clairefontaine, une nouvelle fois pour un nouvel épisode de la causerie FFF. Aujourd'hui, je suis avec Shabnam, enchanté, avec Rio, qui sont deux habitués. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai entendu parler tous les deux là, dans la visite du musée. Déjà, vous voyez, on va tous se tutoyer gentiment. On est d'accord, il n'y a pas de souci, on va tous se tutoyer. Pas de souci. Ok, tout va bien. Pas de Et j'ai entendu, tu vois, je t'ai entendu dire, je suis champion du monde. Ouais, mais comme elle me connaissait pas trop, j'ai essayé un peu de, tu vois. T'as sorti un peu tenté les- un coup, c'est ce Voilà. que tu m'as dit. Il voulait m'arnaquer, je sais pas. Voilà, d'accord, il a bah. fini par te dire la vérité, Ouais. c'est bon, c'est... Mais je sais pas sûre, c'est vrai? Non, c'est vrai. il a fait la Coupe du Monde. On va y revenir, t'inquiète pas. On va y revenir. Non, pas champion. Vous connaissiez pas avant aujourd'hui? Non. Non. Si on vous a réunis, c'est parce que vous partagez une histoire, un vrai point commun. Vous avez vécu l'exil, avec le football comme espoir, comme vecteur d'inspiration en fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous réunir. Donc, Shabnam, toi, tu as 25 ans, c'est ça? Oui. Tu es afghane. Oui. Aujourd'hui, tu es entraîneur de football. Oui. Tu fais partie de la sélection des réfugiés, comme je l'ai dit, où tu es déjà venu à Clairefontaine, tu as joué pas mal de matchs. Ouais. Voilà. Et tu es vachement engagé avec l'association Kabubu, il me semble. Oui, exactement. J'entraîne 2 équipes de foot et après, je coordonne plusieurs projets sportifs, en particulier pour les femmes exilées, parce que je viens de l'exil. Alors, je les comprends bien et je suis vraiment contente de pouvoir aider les femmes et les autonomiser à travers le sport. Parce que je dis souvent que la première fois, le sport sauvait ma vie en Afghanistan quand j'étais une petite fille, dans une société assez différente pour les femmes. Et après mon arrivée en France, avec le parcours d'asile, quitter mon pays tout seul dans un autre pays, c'était pour la deuxième fois que le sport... Te rattraper et t'aider, quoi. Oui, exactement, m'a sauvé la vie et j'ai rencontré plein de gens et je comprenais même pas un mot en français. Et c'était grâce à la force de sport que j'ai rencontré plein des amis qui m'ont aidé à améliorer ma langue. C'est fou de se dire qu'il y a 4 ans, elle parlait pas un mot de français, alors que là, on a déjà dû te le dire un nombre de fois incalculable. Mais tu parles un français admirable et rien que pour ça, un énorme bravo, parce que c'est assez incroyable, vraiment. Merci beaucoup, merci. Bon, tu es un peu plus connu du grand public. Comme je disais, 13 sélections. Tu as été champion de France, tu as gagné la Coupe de France. Ça fait combien de temps que tu as arrêté ta carrière, toi, maintenant? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, oui. 6 ans Ouais, que tu as arrêté la 2018, je carrière? crois, 2018. Et tu as Un peu enchaîné. plus, là, c'est 7 ans maintenant. Et tu as enchaîné après directement sur tes diplômes d'entraîneur, c'est Ouais, ça? j'ai enchaîné directement sur le diplôme d'entraîneur. Ça vous fait un nouveau point commun. Après, j'ai fait un peu consultant aussi. Ouais. Mais j'ai enchaîné directement sur le diplôme d'entraîneur parce que c'était un truc que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, ben, je suis comme toi, hein, je suis entraîneur. Au Girondin. Au Girondin, ouais. Non, Entraîneur au Girondin, là où tout avait commencé pour toi, quelque part. Exactement, ouais. Je voudrais qu'on parle d'une date assez importante. On a à peu près commencé à en parler. C'est l'été 2014. Vos vies sont à des années-lumière l'une de l'autre à ce moment-là. Et pourtant, c'est un moment charnière qui fait qu'on vous retrouve là tous les deux. Parce que toi, c'est la Coupe du Monde au Brésil, Ouais. comme on l'a dit. Mais toi, c'est le moment où tu découvres le football. C'est ça, c'est le moment où tu te mets au foot Ouais. à l'été 2000. Il faut que tu me racontes. Bah oui, en fait, jusqu'à 2014, il existait
aucune équipe de foot dans notre ville, à Herat. Herat, c'est l'une des grandes villes de l'Afghanistan, oui, où j'ai grandi. Et un jour, il y a eu un groupe qui ont passé dans notre école en disant qu'on voudrait créer la première équipe de foot pour les filles. Et moi, j'ai regardé le foot sur télé quand j'étais petit, le championnat. Tu as suivi la Coupe du Monde 2014. Oui, exactement. Donc tu as vu Rio. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, elle a parlé. Pas qu'elle m'a vu, mais de la Coupe du Monde 2014. Voilà, c'est ça. Et comme ça, j'ai dit à ma famille, voilà, je voudrais intégrer cette équipe de foot. Bien sûr qu'ils ont dit non parce que je viens d'une famille fermée. Mais après, avec la discussion d'aller de droite à gauche, finalement, ils ont décidé de nous laisser, ma soeur et moi, de rejoindre cette équipe de foot. Et j'ai fait partie de la première joueuse de foot dans notre ville, joueuse de l'équipe des femmes. Et c'était la première équipe. Je peux dire que l'équipe a été créée grâce à nous parce qu'on était là pour rejoindre cette équipe. Ouais. C'est incroyable. C'est fou, hein. Non, c'est incroyable d'être... mais pionnière de A à Z. Non, ouais. ça peut venir n'importe qui. Attends, Rio mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bravo. Je suis devenu fan, on m'a dit aussi parce que tu étais fan d'un certain Cristiano Ronaldo. Oui. On m'a dit ça. Oui, en fait, soit en Afghanistan, tu étais fan de Messi, soit Ronaldo. Et moi... Ça, c'est un peu partout. Oui, c'est pas qu'en Afghanistan, je te rassure, c'est quand même partout. La Coupe du Monde 2014, je suis revenu là-dessus, mais c'est un moment fou au Brésil, etc. C'est le climax un peu c'est ton plus fort souvenir quelque part. Ah, c'est exceptionnel. Pour moi, en plus, c'est mon histoire. C'était 40 ans après la Coupe du Monde que mon père a fait avec le Zaïre. Ça, avec le Zaïre. Et c'était ma seule participation sur une phase finale avec l'équipe de France, Coupe du Monde, au Brésil. Qu'est-ce que tu veux espérer plus? Le match que tu joues, c'est contre le Honduras, c'est le jour de la fête des pères. Exactement, ce jour de la fête des pères, donc ça faisait beaucoup de symbolique. Tu as un papa qui est une grande star du foot, Ricky Mamouma, qui a gagné de Cannes, qui a disputé une Coupe du Monde aussi. Lui, il marquait des buts. Tu avais une volonté de suivre son chemin? Pas du tout, ça s'est fait naturellement, c'était quoi le... Franchement, pas du tout. Pas du tout, parce que ça s'est fait naturellement. C'est pas comme si en fait j'avais eu la chance de le voir, etc. Je savais ce qu'il avait fait, mais c'était beaucoup les gens en fait qui m'en parlaient même. Beaucoup les gens qui me disaient « Ah, ton père, il avait sûrement un peu les sourcils parce qu'il mettait les corners rentrants. » Et les gens m'en parlaient, mais j'ai ressenti que c'était quelqu'un, entre guillemets, à travers le foot, en tout cas, au Congo. Mais ma volonté était plus ça se fait naturellement. De suivre ta voie, quoi. Ouais, franchement, naturellement, parce que même, je vais te dire, jusqu'à 16 ans, je me suis pas dit « Je vais devenir pro », quoi. C'est vraiment fait naturellement. Je me suis vraiment pas posé de questions. J'avançais. Et après, bien sûr que, malheureusement, j'ai perdu à l'âge de 13 ans. Je pas précisé, mais tu as perdu tes parents assez jeunes, toi. Oui, à l'âge de 13 ans. Et après, je pense que vers 7 ans, quand tu deviens un peu plus mature, etc., bien sûr que j'ai l'idée et l'envie, c'est de rendre hommage et de réussir quelque chose pour le remercier. Tu te rends compte du chemin parcouru, ton quantité à ce moment-là Mais ce qui est fou, au-delà de mon histoire personnelle et de ce qu'on a vécu un peu, on va y venir, ne vous inquiétez pas. C'est sur cette Coupe du Monde, moi je me retrouve avec... par exemple, Mathieu Valbuena, un gars, un ami. Avec qui t'as grandi, on s'est connus à 10 ans. Donc on s'est dit, tu imagines, aujourd'hui on a 30 ans, on se retrouve à faire une Coupe du Monde alors qu'on se connaît, ça fait plus de 20 ans. Donc c'est des moments comme ça qui ont été fous pour moi en tout cas, et de me dire d'où je viens, de me retrouver là, représenter mon pays, là-bas, à l'autre bout du monde. 40 ans après, on l'a dit et tout. Et puis on se rend pas compte de l'impact qu'on a en fait. Et nous, on découvrait, alors c'était pas encore les grands réseaux sociaux, mais il y avait quand même des Instagram, etc. Et on découvrait ce Twitter, etc. Et on découvrait les images de la France à travers nos résultats, tout ce qui se passait en France, et on trouvait ça fou. Parce la que qualification après les points, le quart, etc. Tu voyais. À chaque fois, on sentait le truc qui montait, et c'était exceptionnel de vivre ces choses-là. Ouais. Cette Coupe du Monde 2014, elle est assez centrale. J'aime bien commencer par un quiz. Je ne vous cache pas que du coup, ce sera un quiz Coupe du Monde 2014. Jusque-là, j'ai pas... y a rien je vais tricher, je vais demander à Rio. Bon, qui a gagné la Coupe du Monde 2014? C'est clair. Oui, Allemagne. C'est l'Allemagne, donc tout va bien. Le score de la finale, vous l'avez? Ils ont gagné, ouais. Finalement. 1-0, il me semble. Oui, je crois. 1-0. Tu te rappelles de qui marque? Le buteur allemand... Il me semble que c'est celui qui rentre de Dortmund, là. Exactement. Mario Götze. Voilà, Mario Götze, c'est ça. Bon, pour la fan de Cristiano, combien de buts il a marqué sur cette Coupe du Monde? 2 heures. Tu te souviens? Non, il en a mis 3. 3?
Un seul. Quoi Un seul? Il y a un mec, le Portugal, il était éliminé en phase de poule. Je suis un peu déçue, ça. Ouais, mais c'est pas grave, il s'est rattrapé Ouais. après, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Voilà. Le meilleur buteur de l'équipe de France sur cette compète? Oui, je fais une hésitation entre Karim et... Karim Benzema. Karim Benzema, c'est Karim, il en met 3, ouais, c'est Ouais. ça. Et le meilleur buteur globalement de la compétition? C'est aussi celui qui a mis le plus beau but. Peut-être que ça vous aide, ça. Je pense le poitrine. Falcao. Non, Non, Qui vient de Colombie. Oui. Ah, Boucher, Rodriguez. Oui, Rames c'est Rodriguez, ça, oui, bien ça, voilà. bien. À quel stade le Brésil est-il éliminé de cette compétition? En 2000. Eh oui, en 2000, ça tout le monde s'en souvient, le 7-2, voilà. Ah ouais, moi j'ai pleuré, moi. On aurait dû y aller. Eh oui, je sais, je me doute. Qui a été sacré meilleur joueur de la compétition? Donc quand même donné à Messi, non? Eh, donc quand même donné. Ah ouais, bah ouais, voilà. Après, il arrive en finale, bon. Cristiano Ronaldo. On en reparlera. Combien y avait-il de nations asiatiques à la Coupe du Monde? Combien d'équipes déjà? Quelle équipe, par exemple? De quel Ouais, je pays? sais pas, j'essaie d'y penser là. Ouais. Peut-être on n'a pas joué, il me semble. Non. Il me semble qu'il y avait le Japon. Oui. Ouais. Iran? Oui. Ouais. Toi, tu sais? Je sais un peu. Ah, vas-y. Ouais. Et vous êtes J'attends, c'était ensemble, vous, je vous ai dit. c'est vous. On est ensemble. Voilà, Japon, Iran. Et encore où? Il en reste plus qu'une. La Corée? Oui, ben voilà, c'est Sud vrai. ou Nord? Sud. Et ça, c'est une question de moment que je vois. Sur quelle chaîne de télévision afghane la compétition était-elle diffusée? Ça s'appelle Ariana. Voilà, C'est- je savais qu'elle ouais. aurait la réponse. Mais ça vous fait un point à tous les deux, Voilà. c'est très bien. Mais c'était super difficile de regarder parce que c'était dans la journée et l'électricité en Afghanistan c'était un peu compliqué, Ah ouais, c'est pour ça. Ah ouais, c'était une galère d'arriver à recevoir les matchs comme ça. Exactement. En fait, au niveau de l'électricité, nous avions beaucoup de problèmes parce qu'on reçoit l'électricité par d'autres pays. Ouais. Et en plus, mon père il n'était pas fan de foot. Et c'était que moi et ma soeur qu'on était fans de foot. Et on regardait en cachette parce que mon père, il voulait pas qu'on qu'on regarde beaucoup de télé parce que... Tu regardais ça en cachette Ouais, pour, mais c'est pour ça, parfois... C'est plus facile, ça va dire. Le coach, il te Moi, je reste à du banc. Pas que. Mais je souhaiterais d'être là aussi. Hein. Les autres matchs, le coach, il est autorisé, vous pouvez les regarder, il n'y a pas de souci. Ça va. Alors, au moins de ça. Shabnam. Oui. Il faut quand même qu'on va revenir sur un truc, parce que moi, je trouve ça complètement fou. Il faut que tu m'expliques d'où te vient cette passion pour le football et comment une petite fille comme toi, de 13-14 ans, devient fan de foot dans ce pays-là. C'est quoi qui crée vraiment cette passion-là? Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure, alors dis-moi. Oui, en fait, il y avait un championnat dans notre ville entre différents clubs et tout le monde faisait le foot. Et après, ils ont diffusé sur une chaîne télé dans notre ville. Et après, j'ai regardé le match et c'était une fois c'était finale et j'ai vu que tout le monde était content pour l'équipe, tout le monde ils étaient fiers, ils ont gagné beaucoup de médailles, récompenses et tout ça. J'ai dit bah moi aussi je voudrais. C'est l'engouement aussi qui t'a fait aimer ça. Exactement. Et en plus. Je sais pas, je sentais un type de liberté en faisant le foot, quand tout court et tout ça, que j'ai jamais eu comme mon fille. C'est pour ça que je suis devenue fan de foot petit à petit. Et après, j'ai essayé partout de faire le foot, mais il n'existait aucune équipe de foot. C'est pour ça que j'ai dit, bah, OK, il y a un petit club de boxe. J'ai commencé un peu, j'ai dit, OK, je vais faire le boxe. Et après, c'était en 2014. C'est de la boxe au foot, quoi. Ouais, en 2014. qu'on a créé la première équipe de foot dans notre ville et j'ai passé pour la sélection de l'équipe de la ville parce qu'on devrait présenter notre ville dans un championnat au Capitale. Et après, il y a eu 2 mois de sélection, il y a eu 70 filles qui ont participé pour la sélection. Et après, on faisait un peu de match, entraînement, et finalement, ils ont choisi 23 filles et je faisais partie de cette équipe. La liste des 23, voilà. Un rythme commun pour vous. Comment ça se matérialisait? J'imagine que toi, tu me disais, tes parents, il y avait des réticences, ton père avait des réticences à ce sujet-là. Dans la ville aussi, il y a eu des réticences, c'était compliqué, tu devais te grimer, t'habiller en garçon, c'était comment ça se passait? Oui, en fait, à chaque fois qu'on disait on fait le foot, ils nous disaient que le foot c'est pour les garçons parce qu'ils n'ont jamais vu une équipe de foot féminin dans notre ville. C'est pour ça, et mon père aussi, il était contre, ma mère, tout le monde, ils étaient contre. Et parce qu'ils ont répété plusieurs fois que le foot est pour les garçons, le foot est pour les garçons. C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Et après, j'ai fait 2 traces sur la tête comme Cristiano Ronaldo. Ah ouais, ok, d'accord. Tu faisais vraiment Tu t'enverras la photo. Hein. Et j'ai m'habillé comme les garçons, juste
je ne pouvais pas jouer comme ça, comme les garçons, parce que c'était interdit. On devrait vraiment... Tout te couvrir, Oui, bien sûr. exactement. Mais c'était un acte contre la société et ma famille pour dire que, OK, je ne suis plus une fille, je suis un garçon, alors je peux faire le foot. Et c'était comme ça que j'ai dit, bah... Quand tu t'es rasé, ton père, il a dit quoi quand il t'a vu Ah là là, je ne peux pas te ok, raconter. d'accord. Mais Ok, c'est ok, au-delà ok. de... Il n'était ce pas très podcast. content, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Et ce qui fait un nouveau déclic, c'est un jour un entraîneur qui se présente chez toi, chez tes parents, et qui arrive à convaincre tes parents, c'est ça? Oui, en fait, il y a eu championnat à Capitale. La première fois, ils nous ont À laissé... Oui, à Ouais. Kaboul. La première fois, ils nous ont laissé. Pour la deuxième fois, parce qu'on a passé sur une chaîne télé nationale, tout le monde, les voisins, tout le monde, ils ont découvert qu'on fait le sport. C'est pour ça qu'on était connus comme les surfootballeuses dans notre quartier. Ah, d'accord, avec ta sœur, du Oui, coup. Ok, exactement, ok, avec ok. ma sœur. C'est pour ça que tout le monde nous connaissait et le Mounas était beaucoup plus sérieuse après la première participation. C'est pour ça que mon père n'était pas très content. Mais après, ma sœur et moi, les deux, on était défenseuses de l'équipe. Si on n'allait pas, ouais, il manquait plus de défense, ouais, oui. plus de Il y avait plus de défense, défense, ouais. ouais, voilà. Exactement, c'est pour ça, mon coach, avec toute l'équipe, pas comme mon coach, ils sont passés chez nous, ils ont parlé avec mon père, avec ma mère, ils ont dit qu'ils sont comme mes filles, laissez les filles avec nous, on va les protéger et tout ça. Et après, c'était grâce à mon coach et mes coéquipières qu'ils sont passés chez nous, que mon père était assez convaincu pour nous laisser partir à Capitale pour championnat. Concrètement, les conditions pour faire du foot en Afghanistan quand on était une fille, c'est quoi? Tu t'entraînais sur les horaires qu'on te laissait, donc c'est entre midi et 2 quand il fait très chaud, c'est ça? C'était tout ça? Franchement, je vous jure que c'était comme j'ai eu un masque marron sur le visage parce que c'était tellement, il faisait tellement chaud, il y a beaucoup de soleil sur la tête, c'était les horaires où tout le monde était dormi parce qu'entre midi et 14h, tout le monde il prend un pause pour dormir en Afghanistan. Tellement qu'il fait chaud. Oui, et il faisait super chaud pendant l'été, c'est à 45 degrés. Et c'était la seule créneau qui était disponible pour les filles. C'est pour ça qu'on était obligés juste de s'entraîner si on voulait s'entraîner à cette heure-là. C'est pour ça c'était comme j'ai eu un masque marron sur le visage. Et nous n'avions même pas de l'eau propre et tout le monde buvait de la même bassin. Bassine, pardon. Ou pas de soucis, Oui, on buvait tous de la même bassine et même il y a eu les petites pierres, les petits déchets dans l'eau parce qu'ils n'étaient pas assez propres. Et même on marchait une heure, d'abord on marchait une heure d'aller à l'école et juste après l'école c'était l'entraînement de foot. Et on devrait marcher une heure pour aller au stade et après une heure de rentrer chez nous. Et nos parents... Avec l'entraînement au milieu, les gens, ça devait Parce y aller. qu'il n'y avait personne pour nous soutenir financièrement. C'est pour ça ma famille aussi, ils disaient, OK, n'allez pas rester chez vous, qui vous a obligé d'aller faire le foot. C'est pour ça. Mais après, nous, on aimait tellement le foot, de faire l'entraînement, de jouer, qu'on marchait à peu près 3 heures par jour pour aller au foot, retourner chez nous. Mais quand même, on était contents parce que ça nous donnait tellement la liberté, le sentiment d'indépendance qu'on profitait de tout ça. On profitait quand... Le combat qu'on jouait. Ah mais oui, non, mais moi ça me marque là, tout ce qu'elle dit, c'est ce sentiment de liberté, tu vois. Oui, c'est fou parce qu'on se rend pas compte, nous. De la chance que hein. Toi aussi, tu as ressenti ça quand tu découvrais le foot, quand tu étais justement jeune à Bordeaux, une manière de s'extirper de ton quotidien aussi, quoi. Ben, on va dire que moi, c'était plutôt de l'insouciance, en fait, comment j'ai vécu le foot. J'ai vécu ça, tous les problèmes que j'ai rencontrés après, notamment sur la naturalisation, le fait de mon histoire, de mon passé. Le foot, ça m'a permis d'être justement insouciant et d'avancer et d'être libre aussi. Oui, Donc, avec les autres gamins, tu joues au foot. Exactement, Il n'y a pas je de joue au foot différence. avec les autres gamins, il n'y a pas de différence. Après, jusqu'à ce que je rencontre mes difficultés avec mes papiers, etc. Mais c'est vraiment ce sentiment-là. Moi, je l'ai aussi à travers le foot. C'est vraiment, on se sent... Vas-y. Mais pour vous, c'était pareil. Comment vous avez découvert le foot par télé et après vous êtes tombé amoureux avec le foot? Ouais, moi en fait... En fait, tu te poses des questions pour moi, moi je vais Pardon. m'installer, pas de souci. Non, je voulais juste savoir. On a tellement les points en commun. C'est pour ça que j'ai dit peut-être que c'était la même manière. Non, mais moi, le foot, c'est venu depuis tout petit. Parce que mon père était footballeur professionnel. Bah oui. Et après, mes frères ont joué au foot. Et moi, dès le plus jeune âge, j'habitais dans les résidences où il y avait beaucoup de familles justement issues de l'immigration. Et tout le monde, le foot, ça a été... le foot, le sport même, d'une manière générale, c'était un moment de nous rassembler. Et c'est vrai que là, on venait. Et c'est pour ça que, encore une fois, je vois ce sentiment de liberté. Mais on était libre. On jouait, on courait. C'était des moments incroyables. En tout cas, j'ai eu la chance de vivre et de se soucier de rien, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est comme ça que j'ai découvert le foot. Et après, je regardais beaucoup à la télé.
Et après, ça a été assez naturellement que je me suis orienté vers ça. Ouais. Tu me racontais le fait que tu avais une bassine où tu n'avais pas d'eau, il y avait des cailloux, tu rentrais chez toi, il n'y avait pas à manger, tes parents étaient contre, même la société était plutôt contre. Ça t'a pas donné envie ça t'a pas découragé, ça t'a pas donné envie d'arrêter, non, t'as eu envie de continuer le foot, c'était ton truc. En fait, j'étais tellement dedans, j'étais contre la société. C'est pour ça que j'ai dit, pour se battre contre la société, il faut que je continue à faire le foot. Je sais pas, j'étais une fille comme ça, j'étais... un peu rebelle. Exactement rebelle, même dans la famille, j'étais connue comme une fille rebelle. C'est pour ça que j'ai dit, bah... On ne peut pas lâcher. Quand il y a beaucoup de personnes contre nous, c'est-à-dire on va à la vraie chemin. C'est pour ça que j'ai dit, bah, je suis là et en plus, c'était la seule chose que je pouvais faire pour se sentir indépendant et en liberté. C'est pour ça que même on était attaqués quand on était en train d'aller au stade avec ma soeur, on était attaqués, on était frappés, mais après on n'a pas lâché. On n'était pas là pour lâcher parce que, comme je dis, nous avions tellement ce sentiment de liberté, nous avions tellement ce pouvoir de rester dans l'entraînement pour faire les exercices. Après, on essayait d'ignorer ce que les gens disent. Bien sûr, on a pleuré en cachette, on n'a pas montré aux autres. Mais après, on ne voulait pas lâcher parce que c'était tellement, je ne sais pas, c'était trop stylé. Tout ce qu'on faisait, c'était super stylé, on était contents, on était heureux de ce qu'on était en train de faire. C'est pour ça, non, pour la société, jamais dans la vie. Ouais. Ah, c'est fou. Et ton entourage a pâti de ça, de ta passion pour le football aussi. Après, attends, tu parlais de ta sœur avec qui tu jouais, mais même tes parents qui à la base te soutenaient pas trop, mais qui ont fini un peu par te soutenir. Ils ont été un peu plus compréhensifs avec les années, c'est ça? Oui, exactement. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, même mon petit frère qui a 4 ans, il fait le foot dans la rue. Mon frère, l'autre frère, il fait le foot. Tout le monde, et quand je parle avec ma mère, elle m'a dit que c'est dans votre sang que vous faisiez le foot. Et je crois, c'était grâce à nous qu'aujourd'hui, tellement elle regarde le foot. Mon petit frère, il a les cartes de photos de tous les joueurs dans le monde. Il regarde le foot. Parfois, il imite les mouvements des célébrations des footballeurs. Ouais. Il m'envoie. Aujourd'hui, je vois à quel niveau on a changé une famille qui a eu personne intéressé par le foot. Et aujourd'hui, tout le monde, ils ont un maillot de foot, ils font le foot dans la rue, ensemble. Et c'est tellement beau. Je peux poser une question? Je vais vous laisser. Non, mais moi, je suis curieux aussi parce que c'est ouf. Et ça a impacté que ta famille. D'abord, ça a impacté beaucoup plus de monde. Oui, exactement, parce que quand on a gagné le championnat au Capital... Oui, parce qu'elle gagne, c'est parce qu'elle pas que j'ai oublié de te préciser ça, pardon. Mais il y a eu de plus en plus les gens, la société qui nous encourageaient sur les réseaux sociaux. Ils étaient fiers de nous. Quand on a commencé, de bien sûr... ta ville d'Hérat, justement. Oui, exactement, la ville d'Hérat. Et après, il y a eu un peu de financement par certaines personnes qui nous soutenaient et qui... pendant les matchs et tout ça. Mais déjà, d'avoir ce soutien par la société, c'était à un autre niveau. Bien sûr, quand on a commencé, ils nous harcelaient sur les réseaux sociaux en disant que qu'est-ce que vous faites là-bas. Et au final, ils ont été fiers. Quoi. Oui, ils étaient super fiers. Quand on a gagné, ils partageaient nos photos partout sur les réseaux sociaux. Et même, ils sont venus à l'aéroport pour nous accueillir avec nos médailles et trucs comme ça. C'était super beau. Ouais. Une histoire de flûte, toi, ton histoire, elle est pas, elle est quand même assez folle aussi. Je le rappelle, t'es né en pleine mer, sur un navire battant pavillon philippin, c'est bien ça? Si je dis une bêtise, tu n'hésites pas. C'était au moment de fuir l'Angola. Ouais. C'est ça, qui était le pays de ta maman. Ouais, la guerre civile. Et de fuir en direction de la France. C'est là où toi tu nais. Déjà, comment t'apprends ça? À quel âge tu apprends ça? Parce que toi, je n'ai pas de souvenirs. Enfin, t'as pas le même de mer, c'est pas ça la question. Voilà. Donc, comment t'apprends ça? Sur le tard quand même, hein, parce que au début, quand t'es petit, tu fais ton truc. Je sais pas l'âge précis, mais quand t'es on va dire en âge de comprendre, plutôt, et qu'on t'explique. Là, tu dis, wow. Ouais. C'est un peu bizarre, mais... T'as quand même conscience tout de suite du parcours. Oui, mais non, t'es encore un peu petit, donc allez, c'est juste dans le descend, donc tu laisses filer. Moi, j'ai vraiment pris on va dire une claque à mes 13-14 ans, tu vois. Sur une première sélection, justement, déjà à ce moment-là? Ouais. Là, tu prends déjà une première claque parce que, comme on disait tout à l'heure, moi, je jouais au foot avec mes copains, j'allais à l'école, normal, tout était
tout était normal. Sur mes licences, d'ailleurs, j'en parlais encore avec une dame du club, il y a marqué nationalité FRA, donc tu calcules On se pas. pose même pas la question, quelque part. Et puis, première sélection, et là, bim, bon, on va plus le prendre parce que comme il n'est pas français, là, tu comprends pas trop. Et là, ça te fait un... Et là, tu replonges dans ton histoire, et là, c'est là où j'ai commencé un peu à tout découvrir. Et là, on m'a un peu plus parlé aussi. Ouais. Et donc, pas être sélectionné, c'était les premières sélections régionales, Sélection c'est ça? originale, ouais, exactement. Il y a un sentiment d'injustice, en fait, c'est ça, quand on est gamin, on comprend pas. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai pas trop compris. Je me rappelle à ce moment-là, la dame qui m'aidait, la dame des Girondins, Françoise Brunet, pour pas la citer, qui m'aidait un peu à avoir mes papiers. Elle était venue, elle m'a demandé, moi j'ai pas trop compris, elle m'a dit que tu étais parti, enfin elle m'a raconté parce que je n'ai pas trop les souvenirs, elle me dit t'es parti dans ta chambre, tu partais en pleurant, tu t'es isolé, tu voulais parler à plus personne, parce que je comprenais pas trop en fait ce qui se passait, et c'est vraiment ce sentiment d'injustice qui est arrivé en moi. Tu disputes ta première sélection sur un match amical, 18 août 2004, c'est noté, contre la Bosnie. Et pourtant, quand tu disputes ce match-là, t'as pas la nationalité française, t'es apatride. Ouais. Comment on se retrouve dans cette situation? Enfin, c'est fou, quoi. Comment on se retrouve, faut avoir du talent. Oui, non, alors ça, j'en ai jamais douté. Ça, vraiment, ce n'est pas la question. Mais tu es apatride, tu te retrouves à jouer ce premier match-là, et c'est même ce qui va, entre guillemets, créer un tout petit problème après les matchs d'après, parce qu'il faut que tu récupères tes papiers, parce que c'était déjà en cours, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, sur cette sélection, vu que c'est un match amical, ben, je peux y aller. Donc je l'ai fait. Par contre, sur les sélections qui suivent, sur la qualif, je crois que c'était de la Coupe du Monde d'ailleurs, je crois, oui, pour la Coupe du Monde 2006. Ouais. Et ben, j'ai pas pu faire les deux premières. Les deux premières, j'ai pas pu les faire, j'avais pas la naturalisation. Encore la nationalité, donc les matchs UEFA, FIFA, UEFA, tu pouvais pas les faire. Voilà, je pouvais pas les faire, les matchs officiels. Okay. Et d'ailleurs, la Fédé, que je remercie toujours, m'avait aidé à travers Momo à faire accélérer un petit peu la naturalisation. Bon, ça arrive à d'autres sportifs aussi, à d'autres personnes, mais c'est vrai que ça m'avait aidé à obtenir en tout cas la naturalisation française. Sur ces dossiers-là, quoi. Ok, tu as joué pour l'équipe de France, mais tu n'as pas joué que pour l'équipe de France. Non. On est d'accord, décembre 2003, tu as fait un rassemblement avec l'équipe Espoir de la République démocratique du Congo, on est d'accord? T'es bien renseigné, toi. Il faut pas le dire, mais j'ai des infos. Tu as fait un match. Comment tu l'as vécu? C'était le maillot qu'avait porté ton papa pour la Coupe du Monde, etc. Ça doit quand même être un moment fort, fou, quoi. Ouais, c'est un moment particulier parce que j'arrive à Bordeaux, je suis avec l'équipe réserve. Ouais. Et j'ai pas mal de sélections qui tournent un peu autour. Entre le Congo, l'Angola. Les Bleus, pas encore à ce moment-là. Okay. Les Bleus, pas encore à ce moment-là. Et donc, je sais pas trop. Puis je me dis, allez, il y a une sélection, j'y vais. Je suis bon présent. D'ailleurs, le match était à Marseille. Et en face, on joue contre la réserve de Marseille. Je me souviens toujours, il y avait Carasso dans les buts. Ça m'a marqué après, parce que j'ai su qui était après. Oui, voilà. mais on fait ce match, cette section, et moi, je suis hyper content. Je suis hyper content, c'est en décembre. Je suis hyper content, je fais le truc. Et en janvier, je crois qu'il y a un changement d'entraîneur à Bordeaux. Les Brésiliens ne sont pas revenus de vacances. Et là, je bascule avec... Directement, tu bascules chez les pros. Je bascule chez les pros. Je fais mon premier match en Coupe de France. Derrière, je fais mon premier match en Ligue 1. Incroyable. Et je marque un but, d'ailleurs. Et j'enchaîne après 70 matchs titulaires sans sortir avec Bordeaux. Dans mes souvenirs, tu n'as pas marqué beaucoup des buts. Et Bordeaux, j'avais mis en premier match et ils ont cru que j'allais en mettre beaucoup, mais... Et ça s'est arrêté là. C'est pas grave, tu as fait beaucoup d'autres choses. Derrière cette sélection, ça m'a emmené chez les pros et après derrière l'équipe de France Espoir, etc. Quoi. Émotionnellement, c'était comment, comme je te dis, de jouer pour ce... En fait, c'était spécial parce que j'ai pas encore ce sentiment d'attachement, en tout cas, avec mon pays d'origine, que je peux avoir plus encore aujourd'hui. C'est bizarre. Oui, parce que tu as fait beaucoup de choses après. Voilà. Et j'ai le sentiment aussi d'être un peu d'être français, quoi, tu vois. Donc c'était bizarre. C'était bizarre. Je fais pas encore tout le lien avec ce que mon père représente là-bas et la section que ça a fait. Donc ça a été spécial, mais ça a été fort en émotion, mais différent de ce que j'ai pu vivre, par exemple, sur la Coupe du Monde avec la France et qui était en lien avec la Coupe du Monde que mon père a fait avec le Congo. C'était encore plus fort, là. Et cette histoire-là dont on parle, pendant ta carrière, tu n'en as pas du tout parlé, quoi. C'était pas un truc qui... de ton parcours, de ton histoire, de ta construction. Non, en fait, ça m'avait blessé au départ, parce que j'ai vu tellement de papiers sortir. Ah, ok. Oui, et qui racontaient souvent n'importe quoi, que ça m'avait blessé. Et du coup, j'avais dit, je me rappelle à l'attaché de presse, je ne veux plus en parler. Je ne veux plus en parler, c'est bon, je l'ai fait une fois. Et après, sur le tard, avec plus d'expérience et plus de recul aussi, je l'ai fait de temps en temps. Il y a beaucoup dans la société, beaucoup de problèmes et beaucoup de sujets sur l'immigration. On voit tous ces réfugiés qui arrivent dans des conditions parfois. Donc j'étais invité aussi sur des plateaux où j'en ai parlé.
Ça me tenait à cœur aussi d'en parler. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on avait souvent une image des réfugiés, etc., qui font un peu peur ou commencent à instrumentaliser parfois. C'est un peu compliqué, donc j'allais aussi montrer qu'on peut être réfugié et aussi parfois entre guillemets, réussir, quoi. Et participer à l'histoire du pays, c'est ça, en Oui, fait. aussi, oui. Bien sûr. Il y a vos histoires qui sont touchantes, passionnantes, et puis il y a des similarités, des similitudes, on l'a vu. Mais si on dézoome un peu, on peut totalement rattacher ça même au parcours de l'histoire peut-être de l'immigration au service du foot français. Il y a Platini, il y a Zidane, il y a le Ballon d'Or de Copa qui est juste là. On fera un tour après dans le musée. Mais moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est cette magnifique pièce d'histoire. Merci beaucoup de nous l'amener. C'est le maillot, c'est quelque chose d'un peu moins connu, c'est le maillot de Casimir Natov qui a participé à la Coupe du Monde 1958. Merci beaucoup, pardon, c'est gentil. C'est le maillot de Casimir Natov qui a participé à la Coupe du Monde 1958, qui est la première Coupe du Monde où l'équipe de France a vraiment brillé. Ils sont allés jusqu'en demi-finale, où ils ont perdu. Je sais qu'il est très touchy, et moi aussi j'ai envie de partir avec, mais on pourra pas. Je préfère prévenir tout de suite. C'est vrai qu'on peut pas, t'es sûr? Ouais, bon, t'as porté des maillots qui étaient un peu en meilleur état que ça aussi, quand même. Ouais. Mais c'est normal, il a un peu plus, il a quelques années, quoi. Il a un peu presque 70 ans, donc c'est normal. Casimir Natov, comme je vous disais, qui a participé à la Coupe du Monde 58, qui était d'origine ukrainienne. Sur cette compétition-là, il y avait 50% de la sélection qui était d'origine ukrainienne, polonaise, pour les immigrations de l'époque, comme on en a revu après avec les immigrations italiennes, algériennes, etc., etc. Ce foot vecteur d'intégration, quoi, depuis toujours, c'est ça aussi que racontent vos histoires comme ce maillot, on est d'accord? Bien sûr. Ouais, exactement, c'est souvent que les personnes ils ne regardent pas ce côté de l'immigration, le côté positif qui brille l'histoire de la France. Même jusqu'à aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France avec un parcours de l'immigration qui vient de différentes origines, comme vous avez dit. Mais c'est vrai que quand on parle de ça, après, c'est aussi un impact super positif pour les enfants émigrés, au sol qui vient. C'est possible. Exactement, que c'est possible. Même Rio, comme j'étais aujourd'hui en train de parler avec un ami, j'ai dit, bah, c'est bien que Rio il parle de son parcours parce que comme ça, on dit que oui, vous avez aussi votre place dans le foot français. C'est pas que pour les Françaises, vous aussi, vous pouvez jouer. Moi aussi, même si je joue pas professionnellement, mais quand même, j'ai une place. Tu as le maillot de la sélection de l'Algérie, de l'équipe de France, tu fais partie de cette histoire. Et toi aussi, Rio, comme tu disais, tu vois des gens, quand tu as grandi, tu t'es pas posé la question de est-ce que je peux jouer pour l'équipe de France? Ah non, ça se fait naturellement. Et je pense que, voilà, comme vous avez dit tous les deux, l'immigration fait partie de l'histoire du sport, l'histoire de la société française. Et on en a besoin, je trouve, parce que c'est important même pour nous, pour n'importe quel être humain, de vivre avec les connaissances des autres, apporter aussi sa connaissance, se découvrir, être dans l'entraide, etc. Je pense que pour moi, ça fait partie des valeurs que j'ai rencontrées dans ma vie. Si on est venu ici avec ma famille, c'est qu'on a été accueillis aussi. Donc voilà, il y a des gens qui savent ouvrir les bras. Et après, c'est à nous aussi de transmettre les bons messages. Et de rendre aussi, parce que tu rends, tu vois, tu participes à une Coupe du Monde. Pour qu'il y ait immigration, il faut qu'il y ait exil. C'est là ton histoire à toi, parce qu'on a parlé de comment tu as découvert le foot en Afghanistan. À quel moment tu prends la décision de partir, toi? C'est août 2021, quand il y a le retour des talibans? Oui, exactement. En fait, j'étais à Capitale pour une conférence pour représenter notre ville. J'étais choisie comme fille qui va représenter la ville à Capitale. Et c'était le moment où les talibans sont venus à Kaboul. Et après, moi, j'avais beaucoup de peur de talibans parce que j'ai jamais vu les talibans dans la vie réelle parce que j'habitais dans le centre de la ville. Et c'était ma première fois que j'ai vu les talibans. C'est pour ça que j'ai dit, bah, je peux plus vivre ici parce que si je veux continuer à vivre comme tu l'entends. Exactement, avec la liberté et tout ça, c'est pas possible en Afghanistan. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'Afghanistan tout seul et après, je suis venue en France. Ouais. Les circonstances de ton départ de Kaboul, qui est alors occupé par les talibans, sont terrifiantes. Tu laisses ta famille derrière. Ouais.
Comment tu vis ça, quoi? Franchement, c'était super difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai passé un moment de dépression après mon arrivée en France, parce que quand j'ai quitté notre ville pour aller à Kaboul, j'ai pas dit la dernière au revoir à ma famille, parce que c'était juste une petite conférence de 3 jours, c'était tout du matin, et j'ai dit au revoir à tout le monde. Et après mon arrivée à Kaboul, les talibans, d'abord, ils ont pris le pouvoir dans notre ville, à Herat, et après j'ai resté à Kaboul, et 2-3 jours après la chute de l'Herat, ils ont pris le pouvoir à Kaboul. Et c'était comme ça que j'ai quitté l'Afghanistan. Et juste 2 mois et demi après mon arrivée en France, 2 jours avant que je reçoive mon statut de réfugié en France, j'ai perdu mon père à cause d'un arrêt cardiaque. Et pour moi, c'était super, super difficile parce que j'ai dit, j'ai pas dit la dernière au revoir à ma famille, ni à mon père. C'est pour ça que c'était super, super difficile de décider de quitter l'Afghanistan. Mais je n'avais pas d'autre choix non plus, parce que d'imaginer de vivre dans un pays sous le contrôle des talibans, c'était terrifiant. C'est pour ça que j'ai prioritisé ma liberté et ce que je pouvais faire après pour les autres. Ton arrivée, du coup, c'est octobre 2021? Oui, je suis arrivée en octobre 2021. Oui, je suis arrivée 7 octobre 2021. Et après, j'ai fait la demande d'asile en 8 octobre 2021. Après mon arrivée en France, j'ai découvert la France, les amis françaises qui m'ont aidée à s'intégrer dans la société. Ils m'ont aidée à chaque pas que j'ai appris, les premiers pas, ils m'ont aidée à recommencer, à construire ma vie à zéro. C'était un peu, bien sûr, c'était étrange pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas un sentiment d'appartenance ni à la France, ni à mon pays d'origine. Je suis perdue un peu entre les deux. Entre les deux. Oui, exactement. Je ne sais pas que je m'appartiens à quel pays, parce que je ne peux pas m'appartenir à un pays sous le contrôle des talibans. Et la France aussi, ça fait que 5 ans que je suis en France. C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu nouveau pour dire, OK, je m'appartiens à la société française, mais quand même, je me sens très, très à l'aise parce que j'ai beaucoup, beaucoup de liberté que millions de filles en Afghanistan n'ont pas. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Alors que ce que moi j'ai vécu, en tout cas ma famille, moi j'ai vécu que avoir grandi ici en fait, pour moi et ma famille. En tout cas ce qu'ils m'ont raconté, c'est que quand on est arrivé ici, il y a eu une solidarité extraordinaire. Donc j'ai pas vécu... On retrouve aussi dans le discours. Oui, mais ils n'ont pas vécu en fait tout ce qu'elle ressent là. Je pense pas qu'ils aient vécu ça. Mais en tout cas mes frères et sœurs. Tu n'as jamais discuté avec ton père ou... Non, malheureusement j'étais trop petit pour m'intéresser sur ce sujet-là en fait. Mais en tout cas quand j'en parlais avec mes frères et sœurs, même eux, ils n'ont pas de grands souvenirs. C'est juste que quand on est arrivé, on s'est retrouvé avec beaucoup de familles issues d'immigration, avec des difficultés. Il y avait des assistants sociaux qui étaient là pour nous aider. On est passé par les Restos du Cœur. Enfin voilà. Même quand c'était compliqué, on avait souvent des gens qui étaient là pour nous aider. Mais voilà, là où je la rejoins, c'est que... Il y a un sentiment d'incertitude, entre guillemets. Ouais, mais moi, j'ai toujours eu quand même ce sentiment d'être... Plus facilité par ton histoire, par ton âge, etc. Ouais. Et c'était plus important, mais j'ai grandi qu'ici, quoi. Le sentiment que toi, tu as pu traverser de déchirement, de quitter un peu le foyer et laisser la famille, nous, la chance qu'on a eue, c'est que mon père a fait venir tout le monde. Et c'est vrai que... Bon, moi, j'ai pas eu la chance d'en discuter pareil avec mes plus grands frères, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vécu ça comme ça, parce qu'on a ce truc d'avoir vécu quand même plus de temps ici ensemble que petit, en tout cas, en Angola. Ouais. Quand tu es arrivé ici, tu n'as pas abandonné le foot. Au contraire, tu as repris ça à fond, un peu comme une bouée de sauvetage, comme un truc sur lequel tu te rattachais immédiatement, qui te rappelait aussi chez toi et pourquoi tu étais venu ici. En fait, les premiers mois, j'étais tellement perdue que je ne savais pas ce que je devrais faire. Et petit à petit, j'ai dit, il existe quelque chose que je peux m'appartenir, que je peux me sentir bien quand je le fais. C'est pour ça que j'ai recommencé le foot. Il y a eu les amis françaises qui m'ont aidé de trouver certains clubs. Exactement. Et le club que je coach aujourd'hui, c'était le club qui m'a accueilli pour faire le foot, pour recommencer le foot en France. Et c'était grâce au foot qu'aujourd'hui, je connais j'ai beaucoup d'amis françaises. Mais la seule chose, c'est qu'à chaque fois quand je fais le foot, je dis, je souhaiterais que ma sœur aussi était à côté de moi et profiter de la même type de liberté, de faire le foot, de vivre ses rêves. Mais c'est dommage qu'elle n'est pas là. Mais après
Oui, c'était la foot qui m'a redonné la confiance et aussi the strength, la force, le pouvoir de recommencer et de continuer et de ne pas lâcher parce que j'ai dit, j'ai réfléchi avec moi, j'ai dit, tu as commencé le foot comme la première chose en Afghanistan, ce n'était pas facile. Ici, c'est plus facile. Il ne faut pas que tu te lâches. Tu as vécu beaucoup plus pire en Afghanistan. Oui. Ici, tout est là pour toi. C'est juste à toi de recommencer et de ne pas lâcher. C'était avec cette mentalité que j'ai dit, oui, la vie est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de faire le foot ici que l'Afghanistan. Alors pourquoi je ne commence pas? C'est pour ça que j'ai commencé à faire le foot et petit à petit, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice sportive et aujourd'hui j'ai mon diplôme. Et... Tu fais les questions seule. Tu fais les questions seule, ce que j'allais te dire. C'est que derrière, tu as voulu transmettre en fait ta passion du foot à d'autres petites filles, à donner ton savoir aussi sur le foot. Oui, parce que comme j'ai dit, le foot m'a aidé à trouver beaucoup d'amis, d'élargir mon réseau, d'améliorer ma langue, la langue française que j'ai jamais parlé, et de me sentir bien en tant que personne réfugiée avec tous les traumas que j'ai vécu dans mon pays d'origine et après le parcours d'asile. C'est pour ça que j'ai dit, je peux le transmettre aux autres, je peux faire quelque chose pour les autres femmes et en particulier les filles et les femmes exilées. C'est pour ça que j'ai dit, ok, je vais continuer le foot. Peut-être je ne peux pas le continuer professionnellement parce que j'ai fait une pause, mais je peux faire autrement. C'est pour ça que j'ai dit, ok. L'envie de le transmettre. Oui, et j'ai dit, OK, je vais devenir coach. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que le public que j'entraîne, il vient de différents parcours, différents profils, et en particulier les filles réfugiées, les femmes réfugiées. Et parfois, quand ils me voient que je suis sur l'entraînement, et je parle de mon parcours aussi, comment je suis devenue coach et comment aujourd'hui je suis là, ça les inspire aussi qu'ils deviennent coach. C'est pour ça qu'ils viennent vers moi et me demandent, OK, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait et tout ça. Et je suis super contente pour ça que je suis là, qu'au moins 1, 2, 3 personnes peuvent être inspirées par mon parcours. Tu vois, moi, le foot, encore c'est le foot qui nous rallie, hein, mais moi, le foot, ça m'a aidé aussi dans une période très compliquée, lors du décès de mon papa, à 13 ans. C'est vrai qu'en Afrique, tu vois, les deuils, ils durent généralement, ils sont longs. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient à la maison pendant le deuil. C'était un peu lourd pour toi, c'était un peu compliqué. Moi, je pense que le foot, je me rends compte plus aujourd'hui, encore une fois, ça me permettait de te sortir de là. Voilà, c'était une bouée, aussi, exactement. Ouais. Et ça m'a permis de garder peut-être le moral. Peut-être que sans le foot, mon Dieu, tu peux sombrer. Ça m'a permis quand même de garder le moral, de me sortir un peu de tout ça. Et ça ressemble un peu à ce que tu as dit. C'est grâce à ce sport que j'ai pu peut-être m'en sortir. Et vous avez, toi aussi, tu as la volonté de transmettre, puisque derrière, dès la fin de ta carrière, tu as passé les diplômes. Toi aussi, tu entraînes, tu es retourné dans ton club des Girondins de Bordeaux. C'était une volonté de transmettre aussi à ce moment-là, toi aussi ? Oui, la transmission, pour moi, c'est important. C'est important parce qu'on a vécu des choses qui vont être importantes. C'est pas que du foot, quelque part. Oui, voilà, exactement. Tu te donnes plus que ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, évidemment, c'est que les parents, ils se rêvent un peu de devenir vite professionnels. C'est un autre problème. Voilà. mais aujourd'hui, dans la transmission, moi, dans ce métier d'entraîneur, c'est pas que de faire des joueurs professionnels, en fait. Moi, j'ai envie de transmettre pour que les jeunes deviennent des bons mecs avant tout. Ouais, et qu'ils aient des valeurs et qu'ils aient envie d'aider aussi à leur tour, qu'ils aient envie de transmettre aussi à leur tour. C'est surtout ça le vrai but. Bien sûr qu'après, s'il y en a certains qui deviennent pros, qui arrivent à accomplir leur rêve, on est tous contents. Mais avant tout ça, il y a l'être humain et c'est là où il faut tu vois, Shamia, tu avais un formateur en Afghanistan qui t'avait aidé à convaincre tes parents. Toi, à Bordeaux, tu as eu des éducateurs qui t'ont inspiré aussi pour en arriver là. Qui sont toujours des amis d'ailleurs. Bien sûr. Qui sont toujours des amis. Et je trouve que si j'ai certaines valeurs quelque part, c'est parce que ces gens-là qui t'ont aidé, tu te dis, waouh, si ce mec-là, il était personne pour lui, entre guillemets, il t'aide. Mais toi, tu as la chance de pouvoir entraîner, tu as la chance de pouvoir aider les autres, faut le faire à ton tour. Ouais. On m'a dit que tu étais un peu dur aux entraînements au début. On m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai parce que je venais d'une équipe professionnelle et après j'ai rentré dans le sport loisir.
T'as pas compris le Le niveau décalage. de... Voilà. Exactement, décalé. C'est pour ça que j'étais dure. J'étais comme notre entraîneur. Et j'ai entraîné très, très dur les participants. C'est pour ça. J'ai À noté- bout d'un moment, ils ont dit bah, arrête, c'est sport de loisir. J'ai noté cette phrase. Le foot, ce n'est pas qu'un divertissement. Prendre de la place sur un terrain, cela permet de s'habituer à la prendre dans nos familles et dans la rue pour dire je suis là, j'existe et je suis libre. Ouais, c'est Dans que le foot loisir, c'est quand même quelque chose, hein, d'entendre ça. Mais c'est magnifique. Tu avais cette volonté de transmettre ça aussi, directement. Oui, exactement, parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'être en France, d'être une fille footballeuse de l'Afghanistan. C'est pour ça que je voulais les montrer comment le foot a changé ma vie. Je voulais les montrer la puissance du foot. Je dis toujours que le foot, c'est pas juste une compétition, c'est pas juste un loisir, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi qui ça peut nous arriver. Comme Rio aussi, elle a dit pendant le décès de son père, c'était le foot en moyenne qu'elle a pu... De sortir de là. Ouais. Exactement. C'est pour ça que je voulais juste montrer ça, que oui, ça sera bien de profiter en faisant le foot, mais aussi de garder en tête que le foot, c'est beaucoup plus fort que juste de passer 2-3 heures de l'entraînement ou de match. Ouais. Toi, tu étais dur comme entraîneur, tu l'es toujours, t'es comment Non, on est exigeant. Ouais, voilà. Mais faut s'adapter, oui, au niveau et à la catégorie d'âge qu'on a en face, ouais. Tu me parlais tout à l'heure de cette espèce de rapport avec ton pays d'origine que tu as développé plus tard. Tu es vachement investi aujourd'hui sur la République démocratique du Congo dans des événements caritatifs. Comment ça s'est matérialisé? Comment tu as eu cette envie, ce besoin même de faire ça? Bon, je pense que c'est grâce à mon père. Bon, même s'il était plus présent, j'avais envie de faire quelque chose au Congo pour lui rendre hommage. C'est vrai que dans un premier temps, j'avais pensé à faire une école de foot, etc. Mais je me dis qu'il y aurait peut-être, à cette époque-là, comme tu le dis, peut-être plus de garçons que de filles. Donc on a décidé de faire un orphelinat. Parce que j'étais pas tout seul, évidemment. Et donc voilà, je suis parti sur l'orphelinat, les orphelins justement de Makala, mon association. Et on a un orphelinat là-bas qui accueille encore des jeunes qui malheureusement sont orphelins. Donc on essaie de les aider au niveau des études, la scolarité, un peu tout, à grandir, les soins médicaux, leur donner etc. leur chance, quoi. Voilà, exactement, leur donner leur chance. Et c'est vrai que je suis bien fier de ça, bien content. Parce que on a pu avoir aujourd'hui, on a certains jeunes qui sont diplômés maintenant. Donc c'est quand même une fierté. On aimerait faire toujours plus, mais c'est pas évident. Et aujourd'hui, le Congo, on sait que c'est un pays compliqué. Mais en tout cas, grâce à cette association et grâce à mon père, ça m'a remis un peu les pieds là-bas au pays. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis papa et j'ai mes enfants qui sont, aujourd'hui même, j'ai l'impression, à leur âge en tout cas, beaucoup plus connectés avec leur pays d'origine que moi, je l'étais à leur âge. Ils sont plus connectés avec... Oui. Ah ouais, incroyable. Oui, Comment tu l'expliques, ça? Bon, après, le sport, encore une fois, parce que bon, j'ai un garçon qui fait du foot, etc. Et je pense qu'à travers... Il regarde des vidéos de papa à la Coupe du Monde et aussi... Il n'a pas vu trop de papa à la Coupe du Monde. Mais je pense qu'aussi, c'est aujourd'hui, cette histoire des binationaux, la CAN qui est un peu plus médiatisée, je pense que ça leur donne aussi un sentiment à ces jeunes-là d'attachement. Et puis aussi le fait que j'ai pu les emmener moi. J'ai pu les emmener moi au Congo, à l'association. Donc ça aussi, ça leur donne aussi un sentiment d'attachement. Oui, ils ont pu se rendre compte de ce que c'était, de ce que aurait pu être la réalité aussi, quoi. Parce que moi aussi, si j'ai cette attache-là, c'est parce que mon père, en 95, il m'emmène là-bas. Il m'emmène là-bas et je vois ce qui se passe et je me dis, j'ai une chance inouïe d'être en France quelque part. Oui, à côté de Bordeaux. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas avec les autres gamins de mon âge? On a joué au foot. Donc encore une fois. Mais non, mais sérieux, c'était. Oui, mais c'est normal. Et puis moi, ils me voyaient comme un joueur parce que comme j'étais le fils et que je vivais en France, quand je venais jouer, ils étaient tous autour de moi. Moi, je comprenais rien, hein, mais c'était fou. Et encore une fois, c'est le football qui nous rassemblait tous. Ouais. En bref, sur la suite, sur comment on voit la suite de vos vies, de vos parcours. Shabnam, la première question est la plus simple. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour toi? Est-ce que c'est un retour en Afghanistan, développer le football là-bas? C'est quoi, toi, ton rêve là-dessus? Ça dépend si la situation change en Afghanistan. Si ça change, oui. Vous pouvez me souhaiter de retourner en Afghanistan et aussi de créer mon propre centre sportif pour les femmes en particulier. Comment
Et sinon, j'aimerais bien, si je reste en France, j'aimerais bien d'aller dans les petites villes parce que maintenant j'habite à Paris. Je sais que tout est un peu trop centré sur Paris. J'aimerais bien d'aller dans les petites villes, de proposer et offrir certaines séances sportives pour les femmes, pour les petits, dans les petites villes où l'accès au sport c'est un peu moins que par exemple Paris. Juste pour leur dire aussi que c'est pas toujours le foot professionnel si vous ne pouvez pas développer. Exactement, si vous ne pouvez pas développer un parcours dans le milieu professionnel, il y a beaucoup d'autres choses. On a besoin de rôle modèle, on a besoin de dirigeants, on a besoin de leaders. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher. Il y a plein d'autres choses à découvrir dans le monde du sport que simplement d'être un athlète pro, je crois. Ouais. Pour en revenir à tes premiers amours, et sur un ton plus léger, est-ce que Cristiano Ronaldo va atteindre la barre des 1000 buts ? Oui, je crois, à mon avis, parce qu'elle est déjà en pleine forme. S'il continue comme ça, oui, je crois. Oui. Okay. Est-ce que les Bleus vont... Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que les Bleus vont gagner la Coupe du Monde 2026 ? Est-ce que les Bleus vont gagner la Coupe du Monde 2026 ? Oui. 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 Tu me plais. C'est la dernière de Dédé, il faut aller chercher. 3 stars, Est-ce que l'Afghanistan participera bientôt à la Coupe du Monde ? Au niveau de foot, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué ? Oui, je crois pas. Quand tu seras sélectionneuse. Oui, quand je serai sélectionneuse, exactement. Ça me va. Et est-ce que Bordeaux va retrouver la Ligue 1 avant 2030 ? Avant 2030 ? C'est pas si... Enfin, il faut enchaîner et monter, là. C'est vrai que là, il faut monter tout de suite, là. On est que 3, là. Avant 2030 ? Ouais. On est en 2026 ? Oui. Ah, voilà. C'est sur ce beau message. Voilà. Tant pis, vous allez bordelais. Et vous allez m'inviter au match de Bordeaux ? Oui, c'est impeccable. Tu vas te chercher une autre ville que Paris, peut-être. Voilà. Merci encore beaucoup pour ce moment à tous les deux. C'était hyper instructif, hyper inspirant. On ne se quitte pas sans que je vous donne un peu de boulot. Je retrouve mon marqueur. Je vais te demander, Shamim, s'il te plaît, de dédicacer ce maillot. Et toi, Rio, de dédicacer le livre également, qu'on fera gagner sur les réseaux sociaux de la Fédération française de football. Hop. Oui, un petit livre de foot. Ça passe bien, je te lâche. Mais je dédicace pour tous les réfugiés dans le monde entier, en particulier les femmes. Merci beaucoup, Shamim. Merci à vous aussi. Tu peux donner le marqueur à Rio. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de la causerie FFF sur la chaîne YouTube de la Fédération française de football. À très vite.